Oui, lorsqu'on a créé cette entreprise, l'objectif d'origine, c'était bien l'enseigne. On reviendra sur l'historique des choses qui est plus ancienne que 2013. D'accord. Le projet date de 2003, donc Ah oui, c'est ok. bien plus ancien que ça Ouais, et il a carrément. été mis en sommeil pendant une dizaine d'années. Mais lorsqu'on a créé les choses et qu'on s'est posé avec David pour dire, OK, si on veut vraiment que ça ait de la portée, au-delà de dire, tiens, si on crée une start-up qu'on puisse revendre dans 5 ans et s'acheter une Ferrari, Ouais. bah, tu vois mon gabarit, je rentre pas dans le siège, donc ça pouvait pas être le projet, par définition. Tu n'es pas venu en Ferrari. Ça risque pas. Je conduis suffisamment mal pour même pas me pencher sur le Risqué. sujet. Mais on a réfléchi à comment ça pouvait se développer, comment devenir un écosystème reproductible, je le disais, par d'autres. Et ça, c'est pour nous un élément extrêmement important. On y reviendra, que ça puisse être regardé, analysé, en partie copié, amélioré, adapté par d'autres pour devenir généralisable. Et il nous est tout de suite apparu qu'il fallait créer toute la chaîne de valeur et il fallait peu à peu organiser toute la chaîne de valeur et tous les outils nécessaires, puisque rien n'existait pour ce type d'activité. Ouais. Rien n'existait. Et donc, il fallait une entreprise pour porter ça qui ne serait pas l'enseigne. D'accord. Donc, on a créé My Retail Box, qui depuis est devenu Osmosia, et on n'a pas eu vocation à donner de la notoriété ni à My Retail Box ni aujourd'hui à Osmosia. En revanche, l'enseigne, elle était porteuse. C'est l'enseigne Day by Day qui a été créée à cette époque-là et qui a tout de suite été définie comme portant dans son nom la réalité du projet de consommation qu'il y avait derrière, et il faudra y revenir. Même si ça peut paraître un peu opaque. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as commencé par ce qui serait pas le plus visible, mais ce qui serait nécessaire pour que l'enseigne fonctionne. Absolument. Là où on absolument. pourrait avoir l'habitude de commencer par l'enseigne et se dire après, Non, parce que quand on a créé l'enseigne, on savait ce qu'on voulait en faire et on savait comment fallait le faire. Évidemment, on a fait des aménagements et des adaptations depuis, mais on a assez bien suivi la ligne qu'on a écrite à l'époque. On a mis un peu plus d'1 an à l'écrire et on a assez bien suivi la ligne. Ça, c'est vraiment le point clé. Donc, il fallait un véhicule qui permette derrière d'organiser les différentes composantes de la chaîne de valeur pour que ça existe. Donc, il y a quelques années, on a commencé le développement comme ça, on a créé pas mal de trucs, et puis il y a quelques années, on s'est dit maintenant, le réseau se développe bien, il va falloir prendre en main et pousser encore, aider à porter des projets pour que le réseau se développe de plus en plus. Et pour que ça soit assez facilement pilotable et analysable, quand même important de ne pas faire n'importe quoi dans le brouillard, il fallait qu'on ait un véhicule juridique dédié à cette partie-là, aider à créer des projets de magasins et aider à développer du réseau de magasins. Et c'est comme ça qu'on a fait une filiale à 100% qui s'appelle Bulk Factory. Et c'est vraiment son rôle de faire ça. Et puis, très très tôt, on a mis dans notre équation dès 2014 et dès les premiers franchisés, on a mis dans notre équation la nécessité de fabriquer du savoir-faire, de partager du savoir-faire, mais de le fabriquer, et on y reviendra quand on parlera de l'association probablement Réseau Vacaire et Emploi, de le fabriquer pour qu'il soit transmissible au-delà même de notre écosystème. Et c'est comme ça que, dans 2018, de mémoire, on a tout relié sous la marque, et non pas l'entreprise cette fois, la marque Bulk Academy qui permet de bien l'identifier. Bulk Academy aujourd'hui est institut de formation reconnu, certifié Calliope et organise des formations qui vont au-delà de nos adhérents sous les différentes enseignes. Et donc en fait, pour bien comprendre, quand tu évoques ce réseau, Day by Day, c'est de la franchise? Alors Day by Day, c'est essentiellement un réseau de franchise. Okay. Pour une raison assez simple, c'est que nous n'avions pas de fric. Ouais. On a démarré avec des moyens très 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 modestes. 2, pas de velléité de manager des milliards de gens. On ne tire pas notre gloire du fait de dire j'ai 8253 salariés, on s'en fout complètement, c'est pas le sujet. Et 3, on voulait pas devenir non plus des agents immobiliers. Ouais. Donc quand tu veux pas faire tout ça, t'as pas forcément de raison majeure de développer ton réseau en propre. T'as plutôt intérêt à emmener avec toi tout un tas de gens qui ont l'intuition que ce que tu fais est juste et qu'ils voudraient le faire aussi, mais qui n'ont pas forcément la possibilité de faire ce que je disais tout à l'heure, c'est de se l'accaparer et de l'adaptation. Tout à fait, ouais. Et là, la franchise, dans ce cas-là, est un des statuts juridiques permettant de le faire. Il y en a d'autres, dans la distribution ou dans d'autres métiers, on en connaît plusieurs. C'était le plus simple, le plus direct, le plus transparent à mettre en œuvre à ce moment-là. Ok. Et tous ces franchisés, donc Day by Day, ont pour grossiste Osmosia? Oui. Alors ça, c'est un élément important parce que lorsqu'on démarre en 2013, le vrac, d'abord dans nos pays, a été globalement abandonné pour les produits de grande consommation.
Il reste, et c'est important à comprendre parce que ça a été un très bon point d'appui et ça l'est à nouveau, beaucoup d'habitudes d'achat en vrac sur le territoire français. Les Français achètent en vrac, mais ils achètent des fruits et légumes et des produits frais. Mais c'est du vrac. Et ça, c'est important parce que ça va nous servir de point d'appui pour faire comprendre très vite quel peut être le bénéfice du consommateur pour les produits de grande consommation. En gros, les produits de grande consommation, c'est tout ce qu'on range dans un placard, alimentaire ou non alimentaire, jusqu'à la lessive. Donc ça, ce vrac-là, il avait globalement disparu, à part quelques épiceries fines qui faisaient 3 cacahuètes et 2 poivres. Il avait globalement disparu du territoire, je dirais, au fil de l'évolution des modes de vie post-Seconde Guerre mondiale. Okay. On pourrait faire 3 podcasts sur l'histoire du commerce parce qu'on est toujours dans les mêmes cycles. Je disais hier que moi, j'aime beaucoup l'histoire du commerce contemporain parce que si tu remontes sur 300 ans, on peut écrire la suite en fait. Ouais. On peut très aisément, on ne sait pas si on peut l'écrire à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans avec exactement les bonnes temporalités, mais on peut écrire la suite parce que même aujourd'hui, tous les systèmes modernes que l'on vit dans le commerce et les évolutions, y compris la livraison à domicile, y compris la vente à distance, tous ces systèmes-là ont été inventés entre 1850 et 1900.